Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Marche pacifique contre le régime. La libération des citoyens considérés comme des détenus politiques a été réclamée par les membres du collectif Rappel à l'ordre. Le président de la République et son gouvernement ont été invités à soulager le quotidien difficile des ménages. Un aménagement de peine pour Farbangom. La requête émane du Forum du justiciable. Babacar Ba est d'avis que l'état de santé du maire des Agnam est incompatible avec la détention. Il préconise le port du bracelet électronique comme alternative à sa détention. Avec des lâchers d'eau qui dépassent les 2000 mètres cubes par seconde au niveau du barrage de Manantali, les habitants de la vallée du fleuve Sénégal guettent les inondations, la peur au ventre. Sur place, les autorités locales font avec les moyens du bord en rafistelant des digues de fortune. Et puis, adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif au nouveau Code général des impôts, un projet qui prévoit de taxer les transactions effectuées via le mobile money. La mesure inquiète déjà les associations de consommateurs. Ces dernières en craignent les contre-coups sur les populations vulnérables. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le collectif Rappel à l'ordre qui a battu le pavé ce vendredi pour réclamer la libération de citoyens que ses membres considèrent comme étant des détenus politiques. La situation économique difficile a été également évoquée par les marcheurs qui ont invité le gouvernement du Sénégal à alléger le quotidien des Sénégalais. Le point, c'est avec Fatima Touré. Du rond-point G12 jusqu'au rond-point Liberté 5, le collectif Rappel à l'ordre est descendu dans la rue pour exiger la libération de Badara Gadiaga, Abdounger et d'autres détenus qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques. Les manifestants dénoncent une détention arbitraire orchestrée par les nouvelles autorités. Pour des raisons humanitaires, les médecins ont demandé la libération de Farbo, ils ont refusé. Farbo, il est transféré au principal. Les Diop, tous ces détenus politiques qui ont des noms, mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas de nom pour des posts sur Facebook ou bien sur TikTok, ils ont été arrêtés. Ousmane Sonko veut mettre le Sénégal sous mandat de dépôt et ça nous ne devons pas l'accepter. Depuis 1960, bon an mal an, on a essayé de construire une république, une démocratie, un état de droit et de garantir des libertés pour les Sénégalais. Et manifestement, depuis qu'il est installé au pouvoir, il fait tout pour faire reculer la démocratie, l'état de droit et les libertés. Et cela, nous ne l'accepterons pas. Aujourd'hui, il est grand temps que les populations exigent à ce que le gouvernement puisse prendre en charge ses préoccupations et ses aspirations et demandons encore une fois la libération sans condition des détenus politiques qui sont retenus tout simplement, qui sont des otages politiques. Le collectif déplore également la situation précaire que vit une grande partie de la population. Il appelle le gouvernement à s'attaquer aux véritables priorités des Sénégalais au lieu de s'attarder sur des détails. Mais pour demander encore une fois à ceux qui tiennent aujourd'hui la direction de ce pays-là de prendre en charge définitivement les problèmes, les préoccupations et les aspirations du peuple sénégalais qui sont véritablement aujourd'hui laissés à eux-mêmes. Les Sénégalais souffrent, les Sénégalais se cherchent. Au moment où je vous parle, au moment où cette rencontre se tient ici à Dakar, des populations aujourd'hui sinistrées, fortement impactées par les inondations, sont actuellement dans le désarroi, dans un drame social, un désastre social total au niveau des zones inondées. Depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, plusieurs membres de l'opposition ont été arrêtés et incarcérés. Le collectif Rappel à l'ordre interpelle l'État et l'exhorte à travailler pour le peuple au lieu de chercher à museler les opposants politiques. L'état de santé de Mohamedou Farbangom continue de susciter des inquiétudes. Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, plaide en faveur d'un aménagement de peine pour le maire des Agnam. Il propose son placement sous bracelet électronique, estimant que son état de santé déliquescent, confirmé par les médecins, ne lui permet plus de rester en prison. Babacar Ba interpelle le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour une intervention diligente dans ce dossier. Nous l'écoutons. Par rapport à l'état de santé du député Farbangom qui est dans les liens de la détention, son état de santé ne cesse de se dégrader. Hier, on nous a informé effectivement
qu'il a fait un malaise et il a été transféré à l'hôpital principal. Donc ceci atteste effectivement que son état de santé est en train de se dégrader. Farba Ngom est malade. Et ça, ce sont les médecins qui l'ont affirmé. Il y a eu une contre-expertise médicale qui a été sollicitée par les juges et que les médecins affirment effectivement qu'au-delà même de ces pathologies, Farba Ngom pourrait même perdre la vie dans les liens de la détention parce que son état de santé est devenu incompatible avec le milieu carcéral et même avec un centre hospitalier. Et là également, je voudrais interpeller le président de la République, qui est la clé de voûte de toutes les institutions, interpeller le président de la République, qui est le père de la nation, pour lui demander de prendre en charge cette question de Farba Ngom qui est devenue vraiment cruciale. Je pense qu'aujourd'hui, Farba, on peut le mettre sous résidence surveillée avec bracelet électronique. L'État a tous les moyens de contraindre Farba Ngom de rester ici au Sénégal pour lui permettre d'avoir les soins appropriés, pour lui permettre d'avoir en tout cas des médecins à sa disposition. Monsieur le Président, ça vous le faites ne serait-ce que pour des raisons humanitaires. La vie humaine, elle est sacrée. Je pense qu'il serait préférable de mettre Farba sous bracelet électronique avant que l'irréparable ne se produise. Et puis, vous le savez, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi le projet de loi relatif au nouveau Code général des impôts, marquant ainsi une étape clé dans le plan de redressement économique et social du Sénégal. Cette initiative introduit toutefois une taxe sur les transactions effectuées via les services de mobile money, suscitant des réactions mitigées parmi les associations de consommateurs. Si cette mesure a pour objectif de renflouer les caisses de l'État, eh bien, elle soulève des inquiétudes quant à son impact sur les catégories les plus vulnérables. Suivons tout de suite ce reportage de Pape Djibril Gueye. Pour 125, contre 7, abstention 0. L'Assemblée a adopté. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi portant sur le nouveau Code général des impôts. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de redressement économique et social de l'État et lui permet d'appliquer une taxe sur les transactions effectuées via le mobile money. Le client, désormais, pour payer avec son smartphone, qui était gratuite, va devoir supporter une taxe de 0,5%. Alors que le commerce qui subissait une taxe de 0,5% va subir une taxe de 1,5% supplémentaire, c'est-à-dire 2%. Ceux qui vont faire des transactions inférieures à 20 000 francs seront exclus, donc ne paieront pas cette taxe-là. Maintenant, cela veut dire que pour quelqu'un qui a 1000 francs donc de transfert, c'est 5 francs CFA qui sont ajoutés. Si c'est 10 000 francs, c'est 50 francs CFA. Et par exemple, quelqu'un qui fait un transfert donc de 1 million ou de 2 millions ne verra une augmentation de 2 000 francs. La nouvelle fiscalité appliquée aux mobile money sera soutenue par les consommateurs. Toutefois, elle divise les associations consuméristes. Les consommateurs risquent de trouver d'autres moyens, soit de payer le transport pour amener l'argent par eux-mêmes, soit de payer les tchak-tchak, etc. pour amener l'argent. Donc, ceci ramène tout le monde au cash et met en exergue une insécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'État est dans une difficulté aussi prégnante, tous les Sénégalais doivent pouvoir faire un effort pour essayer d'obtenir un redressement global de l'économie. Parce que si l'économie va mal, tous les Sénégalais seront dans des difficultés. Les prestataires de transfert d'argent plaident pour une concertation inclusive afin d'éviter toute perturbation de leur secteur. Nous alertons parce que nous savons que les conséquences vont toucher l'ensemble de l'écosystème. Ça va toucher les opérateurs, ça va toucher les prestataires. Mais il y a des propositions qu'on peut faire. On peut faire des propositions, et permettre à l'État d'atteindre ses objectifs sans pour autant perturber l'ensemble de l'écosystème. Les taxes supplémentaires sur le mobile money, un moyen de transfert d'argent incontournable pour des millions de Sénégalais, souvent exclus du système bancaire classique. Cela permettra à l'État de renflouer ses caisses, mais au détriment de ses populations les plus vulnérables. L'expérience d'autres pays africains, tels que le Mali, invite à la prudence et à la responsabilité. ñun dañoo jàpp ne war nañ ko wax mën na wax ne ko
Nous restons avec cette réforme fiscale qui risque également de toucher directement les poches des Sénégalais. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé l'instauration d'une taxe sur le mobile money et les jeux de hasard dans le cadre du financement du plan de redressement économique et social. Une mesure qui soulève aussi des inquiétudes et des contestations auprès de la population. Le reportage est signé à Abib Faye. C'est une décision qui ne passe pas inaperçue. Le mobile money, utilisé par des millions de Sénégalais pour envoyer ou recevoir de l'argent, sera bientôt fiscalisé. Une mesure qui, selon le gouvernement, doit contribuer à financer le plan de redressement économique et social 2025-2028. Parfois, quand un client vient récupérer de l'argent via mobile banking, l'opérateur déduit automatiquement des frais sur le transfert. Mais c'est une chose que les clients ne comprennent pas la plupart du temps. Souvent, ils pensent que c'est nous autres vendeuses qui bénéficions de cet argent, alors que ce n'est pas du tout le cas. Cette incompréhension peut créer des tensions entre nous et les clients. Sur le terrain, l'annonce suscite déjà des inquiétudes. Vendeurs, opérateurs et usagers redoutent une hausse des frais, un frein à l'inclusion financière et un recul dans l'accès aux services numériques. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt, rien ne fonctionne et il n'y a pas d'argent dans le pays. Les temps sont durs et rien ne fonctionne. Et pourtant, le gouvernement s'attaque aux populations sur certaines activités, alors même qu'il prétend vouloir diminuer le coût de la vie. Ces taxes ne nous arrangent pas. Nous voulons simplement travailler et gagner notre propre argent. Mais devoir payer ces taxes, c'est quand même exagéré. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend cette situation. Nous qui travaillons avec les opérateurs économiques sommes souvent incomprises. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Les jeux de hasard, notamment le pari-foot, seront également taxés. Désormais, non seulement les sociétés de paris, mais aussi les parieurs devront contribuer. Une réforme que beaucoup jugent trop lourde à un moment où le quotidien des ménages est marqué par des difficultés économiques. Entre impératifs budgétaires et pouvoir d'achat, le débat ne fait que commencer. Parlons à présent de ces crues exceptionnelles attendues dans la vallée du fleuve Sénégal. En 3 jours de lâcher, le barrage de Malantali passe de débit de 194 mètres cubes par seconde à 2216 mètres cubes seconde ce vendredi. Un volume d'eau qui est en train de remplir le bassin versant et qui accentue la menace des inondations. À Matam, les autorités sont naturellement sur le qui-vive. Le préfet a réussi à mobiliser les entreprises pour refermer des brèches et reprendre des digues de fortune. Les détails, c'est avec Ali Bandagnon. Des débits exceptionnels qui dépassent les 2000 mètres cubes à la seconde, le rythme des lâchers du barrage de Manantali ne font qu'accentuer les risques d'inondation. Si à la même date, l'année dernière, on n'était qu'à seulement 194 mètres cubes seconde, ce vendredi, Manantali a envoyé un débit de 2216 mètres cubes à la seconde. Un volume d'eau qui a déjà enclenché une nouvelle hausse à tous les niveaux du fleuve Sénégal. Depuis le week-end dernier, les lâchers ont démarré du côté de Manantali et depuis hier, le niveau du fleuve est à la hausse. Mais du côté du département de Matam, en tout cas, des dispositions avaient été déjà prises, notamment avec l'élaboration d'un plan de réponse opérationnel qui est aujourd'hui finalisé et partagé avec l'ensemble des acteurs. On a su, en tout cas, tirer des leçons qu'on a eu à apprendre de la crue passée. Et cette année-ci, rien que le plan de riposte opérationnel constitue quand même un dispositif qui permet automatiquement d'être opérationnel en cas d'inondation. Et avec des services techniques qui ont été déjà sensibilisés sur le rôle et les responsabilités, mais aussi les communes même ont eu à élaborer leur plan communal de riposte opérationnelle pour vous montrer le degré de préparation où on en est aujourd'hui,
pour pouvoir aider et apporter l'accompagnement requis à nos concitoyens. Dans le département de Matam, le préfet a dû s'appuyer sur des entreprises privées pour reprendre et refermer des brèches sur des différentes digues. Des actions pour lesquelles la société Dental BTP s'est fortement distinguée dans la ville de Matam. On a pu bénéficier de l'accompagnement des entreprises qui sont installées au niveau local pour un peu fermer certaines brèches qu'on avait identifiées par où passer les eaux du fleuve pour venir envahir les habitations. On peut citer notamment la SAED qui nous a accompagnés dans le cadre de la réhabilitation de la digue de Matam. Du côté de la route menant sur Djamel aussi, 2 brèches avaient été identifiées et le CDE nous a accompagnés à fermer. Du côté de Afia et Gouel-Defa qui sont très aussi impactés par déjà les stagnations d'eau du côté de Afia. Une tranchée a été ouverte avec l'accompagnement de Dental BTP pour permettre un écoulement gravitaire des eaux vers le réseau de drainage des eaux pluviales. Des actions pour atténuer la pression des eaux des inondations du barrage qui commencent à se faire sentir. Toutefois, à partir de ce vendredi, il faut s'attendre à tout. On va vivre un week-end de tous les dangers dans le Dandemayo. Pour lutter contre les inondations dans la région de Diourbel, l'État a lancé le plan d'urgence régional chiffré à plus de 130 millions de francs CFA. À l'étape de Bambey, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a annoncé le démarrage en 2026 d'un plan d'assainissement axé sur les voies naturelles des eaux de ruissellement. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, que nous écoutons tout de suite en marge de sa tournée au micro de Babacar Diouf. Consiste en une sorte de mobilisation massive de moyens et de mutualisation, mais également de redéploiement de moyens et d'équipements qui ont servi ailleurs, puisque l'hivernage certes tire à sa fin, mais il en reste encore. Et c'était pour que dans les meilleurs délais, nous puissions traiter les quartiers qui ont en difficulté afin de libérer rapidement les eaux et soulager nos concitoyens. Donc, nous avons déjà des solutions qui seront réalisées progressivement à partir de l'année prochaine. Ce sont des solutions durables. Et parce qu'elles sont durables, elles vont prendre un peu de temps à être réalisées. Nous allons le faire année après année, mais dès 2026, nous allons commencer. Et pour l'essentiel, ces solutions vont être basées sur la nature, en utilisant les voies d'écoulement naturel des eaux, pour ne plus les stocker à l'intérieur des villes, parce qu'on a vu ici que c'est le bassin de Léona qui a reçu un trop plein d'eau du fait des quantités massives de pluie et qui a débordé pour inonder les maisons. Donc si nous surcreusons déjà, mais que nous ouvrons après des voies d'eau d'écoulement vers la vallée de Polto qui est juste pas loin de Bambey, cela correspond à notre nouvelle vision, c'est que les eaux pluviales ne doivent plus rester dans les villes et les inonder. On doit les drainer par des canalisations gravitaires pour sortir des villes et utiliser les vallées naturelles qui existaient déjà, qui sont des cuvettes ou des anciennes rivières qu'on va reprofiler, surcreuser pour stocker de grandes quantités d'eau qui permettront à nos concitoyens et concitoyennes de faire de l'agriculture et même de la pêche. L'Union du clergé sénégalais a bouclé sa 47e Assemblée générale à Saint-Louis. 4 jours de réflexion et de prière autour du thème pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix. Plus de 200 prêtres ont été présents plutôt. Ils repartent avec des résolutions fortes et des appels pressants à l'État, aux fidèles ainsi qu'à l'ensemble des citoyens. Synthèse de leur déclaration finale avec Daniel Diouf. Au cœur des échanges, 3 grands défis. La synodalité, trop souvent réduite à des slogans, faute de structures concrètes. L'autonomie financière, urgente dans un contexte de raréfaction des aides extérieures. Et la liturgie, marquée parfois par des abus liés à une méconnaissance des normes. Face à ce constat, les prêtres sénégalais ont pris plusieurs résolutions. Placer la parole de Dieu au centre de la vie ecclésiale, renforcer l'écoute, le dialogue et la co-responsabilité, travailler à l'autonomie économique des églises locales, s'approprier les nouveaux repères liturgiques et surtout renouveler l'engagement en faveur de la justice et de la paix. Les appels lancés dépassent la seule sphère religieuse. À l'État du Sénégal, les prêtres demandent un plan national contre les inondations récurrentes, la garantie des libertés fondamentales et la poursuite des réformes économiques. Aux citoyens, ils recommandent de cultiver l'esprit de Teranga, de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Un mot fort également pour les victimes des inondations et des injustices sociales. Solidarité, compassion et prière à leur endroit.
Les prêtres rejettent toute forme de violence, appellent au respect des droits humains et à l'éducation à la non-violence dans les familles. Au terme de cette assemblée générale, les prêtres sénégalais animés par l'Esprit Saint veulent être des pasteurs proches du peuple, artisans de fraternité, de justice et de paix, pour construire une église vivante et responsable au cœur de la nation sénégalaise. 203 prêtres venus de tous les diocèses du pays et de la sous-région, des autorités administratives comme le gouverneur de la région, Al-Hassan Sall, et l'imam Mamadou Sakho, président des imams et oulémas de Saint-Louis, ont pris part à cette 47e Assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais. Le ministère de la Santé franchit une nouvelle étape vers l'inclusion des personnes en situation de handicap grâce à un projet de plus d'1 milliard de francs CFA financé par l'État sur 3 ans. Et bien une journée de consultation audiologique et d'appareillage auditif a été organisée ce matin dans les locaux du ministère. L'objectif, offrir un meilleur accès aux soins, mais aussi aux technologies d'assistance aux personnes souffrant de déficience auditive et d'autres handicaps. Écoutons tout de suite Boucar Diouf, il est directeur général de l'action sociale et il nous en dit plus au micro d'Al-Hassan Ba. Je précise que cette année, en plus des appareils auditifs, 2264 produits et technologies d'assistance d'un coût total de 330 millions de francs CFA sont en cours d'acquisition et seront distribués par la Direction générale de l'action sociale. Pour l'année 2025 dans laquelle nous sommes, la gamme de produits et appareils achetés tient compte de la diversité de handicaps et comprend en détail 75 appareils auditifs destinés aux personnes atteintes de déficience auditive et qui font l'objet de cette cérémonie d'aujourd'hui. 85 lunettes de correction des déficiences visuelles, 367 fauteuils roulants, ordinaires comme électriques, mais aussi des tricycles motorisés pour les déficiences motrices, 71 laryngophones pour les déficiences de la voix, 300 cannes de marche, 200 déambulateurs, 650 cannes anglaises et 100 cannes blanches pour les personnes handicapées moteurs et les déficiences visuelles. Mais aussi et enfin 529 composants orthopédiques pour les déficiences motrices et qui seront distribués en partenariat avec le Centre national d'appareillage orthopédique. Sortie des populations de Mandina Balante, c'est dans la commune de Simbanding Balante. Ces populations réclament l'électricité. Elles veulent un raccordement du village au réseau de haute tension de Sénélec. Ce manque d'électricité favorise en effet l'insécurité dans la zone avec des séries de vols de bétail enregistrés. Mouskouta Diata est porte-parole de ces populations de Mandina Balante et il nous en parle au micro de Bakary Condé. Continue. Notre village Mandina est situé à 1 km de la à 1 km 50 de la RN6. Donc nous voulons le branchement. Nous sommes un gros village qui abrite 2000 âmes. Quand il n'y a pas d'électricité, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, les femmes sont fatiguées parce que quand il n'y a pas d'électricité, tout se bascule. Nous n'avons pas des moyens pour la transformation de nos produits. Nous avons des machines ici. Les femmes continuent toujours à piler, alors c'est fatigant. Nous avons aussi des frigos qui ne fonctionnent pas à cause de manque d'électricité. Nos enfants sont là, ils marchent des nuits. L'obscurité, c'est un recul pour le développement. Quand il n'y a pas d'électricité, il y a l'insécurité, il y a l'obscurité. Et quand l'obscurité, tout peut arriver. Les conséquences sont énormes. Il y a le vol de bétail qui est là. Il y a les reptiles qui sont là. Nous sommes de l'avenir de nos enfants. Sur le plan éducatif aussi, ça recule. Ça recule parce que quand il y a l'éclairage, les enfants peuvent étudier la nuit. Mais quand il n'y a pas de l'électricité, tout est bafoué. Les enfants, leur éducation se recule. Nous demandons au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop.
Retour dans la capitale, à Pékin plus précisément, pour parler du financement de ces activités génératrices de revenus en faveur des femmes du département de Pékin, un financement qui provient de l'ONG Eau Vie Environnement, Eve. Les membres de cette ONG ont donc procédé hier au lancement de micro-projets et de nombreuses femmes issues de plusieurs groupements du département de Pékin ont reçu des financements, un geste qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agir avec les communautés et les autorités locales pour des services de nutrition renforcés dans le département de Pékin. Je vous propose d'écouter tout de suite Cher Patefal. Il est le référent technique et sécurité alimentaire au sein de l'ONG et il nous en dit plus au micro d'Abdoulaye Patéane. Et qui concerne un peu l'appui à la mise en œuvre de micro-projets au profit des femmes. Et qui sait un peu les causes de la malnutrition, connaît l'importance de travailler d'abord pour renforcer l'autonomie économique des femmes, pour renforcer le pouvoir économique, mais surtout pour travailler à rendre disponibles et accessibles des denrées et des aliments, disons, qui sont produits à partir de produits locaux, donc qui sont censés être plus sains, plus nutritifs et variés. Donc cette composante du projet est une composante essentielle parce qu'effectivement, comme certains l'ont dit, elle permet un peu de rendre compte, de s'attaquer vraiment dans une approche multisectorielle, disons, à ces problématiques complexes de la lutte contre la malnutrition. Le secteur de la nutrition, qui est un enjeu important aussi, et sur l'institutionnalisation de la nutrition. Parce que c'est ces piliers-là aussi qui peuvent garantir, disons, la durabilité des interventions que nous sommes en train de mettre en place. Allez, culture à présent, à la découverte de Maïssa Fall, un artiste très connu à Saint-Louis. Il donne vie aux carcasses de vélos. Depuis plusieurs années, Maïssa Fall collectionne et fabrique des œuvres d'art avec des carcasses de vélos. Il veut désormais avoir un musée pour y installer ses œuvres. Ousseynou Diop et Habib Sek l'ont rencontré dans la ville tricentenaire. Reportage. Maïssa Fall, un artiste saint-louisien très connu, arrive tôt le matin dans son lieu de travail. Devant la porte, des carcasses de vélos sont transformées en objets d'art. Parmi ses créations, on trouve deux symboles représentant le président Léopold Sédar Senghor et le général Charles de Gaulle. Une carte de l'Afrique est également positionnée à gauche de son bureau. C'est la carte de l'Afrique, c'est l'Afrique en développement. Il est composé des pignons et des grands pignons, le développement. Et la chaîne, développer, c'est progresser, c'est avancer, c'est prospérer et polluer. L'antivol dans cette carte de l'Afrique symbolise la protection des ressources naturelles. C'est l'antivol. Comme nous sommes riches, nous avons énormément de minéraux. Donc, antivol, on a mis l'antivol pour protéger nos ressources. Dans son studio de 35 mètres carrés, il a transformé ces objets en véritables œuvres d'art typiquement saint-louisiennes. Une collection vieille de plusieurs dizaines d'années. Je les ai longtemps caressés à l'atelier de mon père. Et j'ai fini par les aimer. Et pour les partager, je les transforme en des œuvres d'art. Parce que ça ne s'oublie pas, la bicyclette, c'est comme la natation. Ta lourd, c'est le talisman chez nous, les Africains. Oui. Maïssa Fall souhaite aujourd'hui avoir un musée pour exposer toute sa collection qui a déjà fait le tour du monde. Il appelle les autorités à l'accompagner dans ce projet. Mon rêve, c'est d'avoir un musée pour la rendre attractive, mais aussi que ce soit pérenne, quoi. Qu'on la voit toujours, qu'on s'en s'inspire, parce que c'est inspirant. Maïssa Fall est un artiste passionné. Ses œuvres d'art qui ont fait le tour du monde sont non seulement esthétiques, mais également porteuses de messages importants sur la protection de l'environnement et la valorisation de l'héritage culturel. Allez, sport à présent avec les Nawetan, souvent source de violence dans certaines localités. Pourtant, elles intéressent des milliers de jeunes en période de vacances. Il est nécessaire toutefois de sensibiliser les acteurs afin que ces activités sportives se déroulent dans la paix. Les populations de Mbao souhaitent que toutes les associations œuvrent dans la préservation de cette paix et de cette unité. Cette année, certains dignitaires se sont même rendus sur les lieux d'entraînement de ces équipes pour les sensibiliser. Le reportage est signé Mamadou Fall et Abdoulaye Anne. Les violences dans les Navétanes, une gangrène pour certaines localités. À Mbao, des personnes se sont levées pour lutter contre cela. Elles ont rendu visite à plusieurs ASC pour les sensibiliser
afin que les activités sportives se déroulent en toute quiétude. Ils sont en train de préparer les quarts de finale. Moi, je crois que la non-violence qui est en train de sévir en Mbao, la violence qui est en train de sévir en Mbao, nous sommes des acteurs qui doivent naturellement la freiner. Pour une sécurité plus garantie, le mouvement Mbao Force 5 demande l'éclairage des infrastructures sportives. Parce qu'au niveau du stade de Mbao, il y a beaucoup de lacunes. Déjà sur la gérance et surtout au niveau des lumières. Donc nous alertons les autorités pour qu'ils règlent définitivement ce problème-là. Les infrastructures en Mbao, nous demandons à l'État du Sénégal pour qu'il nous soutienne. Pour vraiment, surtout, il y a un terrain qui se situe à Petit Mbao, qu'on doit vraiment faire, là-bas un terrain multifonctionnel. Et moi, je crois que vraiment, nous sommes en train de travailler sur ce projet-là. Et si l'État vraiment nous accompagne, ça sera un projet qui va réussir, Inch'Allah. Les populations de Mbao rassurent les autorités que l'activité navétane qui capte des milliers de jeunes lors des vacances peut se dérouler tranquillement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite, restez avec nous. Deuxième partie de Soir d'info. Nous parlons du financement de l'économie nationale, notamment avec cet appel public à l'épargne initié par le gouvernement du Sénégal.